Bienvenue sur Soundpixel Lab. Lorsque l'on achète une paire d'enceintes, on nous conseille régulièrement de faire un rodage. Générique. Le rodage d'une enceinte consiste à installer le matériel chez soi, le brancher et laisser jouer de la musique pendant un certain temps à un certain niveau. Et une fois ce temps écoulé, l'enceinte peut donner tout ce potentiel. Chez Focal, par exemple, il conseille de roder l'enceinte pendant 20 heures. Il faut commencer par des morceaux de musique sans basse et à faible volume, puis augmenter le volume tout au long de ces 20 heures en modifiant le style de musique. Certaines marques préconisent 100, 200 ou 300 heures de rodage, et on trouve également des CD de morceaux choisis permettant d'effectuer le dit rodage. Tous ces conseils se retrouvent chez les vendeurs de matériel hi-fi, les blogs, les articles, les forums et également chez quelques marques comme Focal citées juste avant. Très bien, mais pourquoi? Pourquoi ne puis-je pas profiter directement de l'enceinte que je viens d'acheter? Il se passe quoi dans l'enceinte? Et si autant de personnes conseillent de faire un rodage, c'est qu'il doit bien y avoir un fondement technique. Alors commençons par le commencement. C'est quoi un rodage? Si on s'en tient à la définition stricte, c'est le fait d'ajuster deux surfaces en contact pour qu'elles soient parfaitement adaptées l'une à l'autre. Premier problème, il n'y a pas de surface en contact dans un haut-parleur. Je vous renvoie à la vidéo Flash Audio sur le haut-parleur pour savoir comment est composé celui-ci. L'argument le plus souvent avancé est un assouplissement des suspensions des haut-parleurs, et plus rarement de la membrane. Pour tous les matériaux naturels, comme le papier ou le tissu, souvent enduits, il doit bien y avoir une période d'assouplissement. Si vous avez déjà manipulé de la vraie toile cirée, vous voyez probablement de quoi je parle. Donc l'argument de l'assouplissement des suspensions est certainement valable. Mais combien de temps faut-il pour qu'un matériau prenne sa souplesse définitive? Dans mes recherches, j'ai eu la chance de tomber sur un site espagnol, Matrix hi-fi, qui m'a considérablement simplifié le travail. Ils ont interrogé 20 fabricants de haut-parleurs pour avoir leur avis concernant le rodage. En voici un résumé. Visaton, Vifa ou Acoustique Élégante considèrent que le rodage n'existe pas ou se limite simplement à une poignée de minutes, le temps que les suspensions prennent leur souplesse définitive. D'autres marques comme Morel, Audio Technologies, Scanspeak, Ivy ou Madison considèrent qu'il faut entre 24 heures et 3 mois pour que le haut-parleur ou l'enceinte soit rodé et pleinement opérationnel. Il y a ensuite des entre-deux comme Manger Audio, Bema, Eminence ou JBL Pro qui font une réponse assez large pour donner un peu d'aspect technique et un peu de subjectif, disons. Et on termine avec ceux qui vont directement dans le frontal, ATC et Adir Audio, qui considèrent que c'est une invention des revendeurs pour ne pas avoir de retour produit. On n'est pas beaucoup plus avancé avec ces réponses. Cependant, que ce soit avec le travail fait par Matrix hi-fi ou les autres sources que j'ai consultées, on retrouve un même schéma. Si on interroge des techniciens, ingénieurs ou concepteurs de haut-parleurs, le rodage n'est pas un sujet. Mais avec les commerciaux, les blogueurs, les magazines hi-fi, là, c'est indispensable. Il y a une seconde origine probable à cette pratique du rodage, c'est la mise en condition du haut-parleur avant d'effectuer les mesures. Elle consiste à envoyer un signal à fort niveau pour faire chauffer, littéralement, la bobine et l'ensemble magnétique afin d'être dans des conditions d'utilisation nominale, puis de mesurer les paramètres du haut-parleur. Cette mise en condition est désignée en anglais avec les termes burn-in ou preconditioning. Les fabricants respectent la norme IEC 60268-5 pour faire les mesures des haut-parleurs. Même si je n'ai pas réussi à mettre la main sur cette norme, en épluchant les datasheets des constructeurs, on arrive à avoir une idée des pratiques pour la mise en condition avant mesure. Ils injectent soit une fréquence fixe, souvent 20 Hz, ou un bruit rose filtré entre 40 et 400 Hz par exemple. La tension appliquée aux bornes du haut-parleur permet soit d'atteindre le X-max de l'ensemble mobile, soit d'avoir une puissance proche de la puissance maximale que le haut-parleur peut encaisser. Ce conditionnement est fait avec le haut-parleur à l'air libre et dure généralement 2 heures, et au bout de ce temps de conditionnement, le haut-parleur est mesuré. Précisons que pour un haut-parleur destiné à reproduire les fréquences médium ou aiguës, il ne sera pas judicieux de lui injecter du 20 Hz, au risque de le voir partir en fumée. Et il faut aussi noter que les paramètres présentés sur les datasheets sont une moyenne de plusieurs haut-parleurs mesurés. On a donc deux points de départ. L'assouplissement des suspensions et la mise en condition du haut-parleur dans le but de le qualifier.
Mais dans les deux cas, l'effet est une modification des paramètres du haut-parleur, et on est parfaitement capable de le mesurer. On a des outils, même en tant qu'amateur, permettant de mesurer des composants avec une précision au centième si ce n'est plus, et de relever des réponses en fréquence et des distorsions avec une définition allant largement au-delà de ce qu'est capable notre oreille. Et avant de vous jeter sur votre clavier, un petit exercice de pensée. On est capable de photographier un atome, d'envoyer des télescopes dans l'espace permettant de voir des galaxies à plusieurs millions d'années-lumière avec une définition exceptionnelle. Et vous regardez probablement cette vidéo sur un smartphone, qui est un concentré de technologies regroupant des dizaines d'appareils, tout ça dans votre poche. Mais on ne serait pas dans la possibilité de mesurer un haut-parleur en détail. Donc, si je prends ce haut-parleur neuf, et que je le mesure d'abord à froid sorti du carton, puis après une mise en condition comme le font les fabricants, puis de nouveau à froid, puis après un rodage de plusieurs heures, puis une nouvelle fois à froid. Et bien entendu, toujours dans les mêmes conditions. À l'air libre pour ses paramètres, et dans une enceinte pour les réponses en fréquence et les distorsions. On devrait pouvoir faire une analyse plutôt sérieuse. Enfin, j'espère. D'autant plus si je le fais avec ce haut-parleur, ou encore celui-ci, ou bien ces deux-là. Ah, alors ok, ça ne sera pas représentatif de l'intégralité des produits du marché, mais c'est un bon début. Il y a un Fetal Pro 5F100, un Peerless HDS 164 datant de 2002, et un Audax HT210F0 de 1994. Ils ont tous les trois une suspension demi-rouleau en caoutchouc, puis un Celestion Truvox 0615 et un Fetal Pro 8FE400, qui ont eux des suspensions tissu en double et triple rouleau. Et tous ces haut-parleurs sont neufs, même le Peerless et le Audax. Je fais une première mesure à froid des paramètres du haut-parleur neuf à une tension de 0,5 V RMS en utilisant la technique de la double masse. Je monte ensuite le haut-parleur dans une caisse de test close et amortie d'environ 35 litres de volume. Toujours à froid, je mesure sa réponse en fréquence en appliquant une tension de 2,83 V RMS avec le micro placé à 31,5 cm. Ensuite, à l'air libre, j'applique une fréquence basse et une puissance permettant d'atteindre presque le X-Max, et je laisse fonctionner pendant 2 heures en contrôlant la température régulièrement. Je refais la mesure des paramètres et de la réponse en fréquence à chaud. Je laisse le haut-parleur refroidir et je refais les mesures. Puis je joue un bruit rose filtré pendant plusieurs heures et je remesure à chaud. Je laisse refroidir une journée et je mesure de nouveau. Le but n'est évidemment pas de qualifier les haut-parleurs, mais simplement de voir s'il y a une variation dans les paramètres, la réponse en fréquence et les distorsions. D'un point de vue technique, l'assouplissement des suspensions doit avoir pour effet de faire varier deux paramètres Thiel & Small, les paramètres mécaniques CMS et RMS, respectivement la compliance de la suspension, sa souplesse si vous préférez, et la résistance mécanique de la suspension. Cela s'accompagne normalement par un petit décalage de la fréquence de résonance du haut-parleur, à savoir Fs. Et du fait de ces variations, tous les paramètres calculés, incluant ces valeurs, vont être modifiés tels que QMS, QTS et VAS. Un tableau n'étant pas très lisible, je vous présente les variations de CMS, RMS, QTS et FS sous la forme d'un graphique. Commençons avec le 5FE100. En gris, vous avez la donnée constructeur qui sert de référence et qui est donc à 100%. Puis dans l'ordre, la valeur à froid, après conditionnement, après 2 heures de refroidissement, après 7 heures de rodage et après 24 heures de refroidissement. Je crois que c'est assez clair pour ce 5FE100, il n'y a pas de variation vraiment notable en dehors des différences avec les données constructeurs. Avec le 8FE400, c'est un peu plus vallonné et on constate une variation plus marquée des paramètres. Pour le Truvox 0615, c'est également pas mal variable. Le HDS 164 est lui plutôt stable dans l'ensemble. Et le HT210F0 est aussi sujet à pas mal de variations, principalement sur CMS. La majorité des variations sont sous les 5% par rapport à la moyenne. Il n'y a que le Audax qui fait son intéressant avec ses 27% de variations sur CMS. A noter que certains fabricants donnent une tolérance des paramètres allant parfois à plus ou moins 15%. Bien, il y a des variations, on vient de les mesurer. Mais c'est quoi l'impact ?
Si je prends ces mesures de paramètres et que je simule avec V2X-CAD une enceinte, ça donne quoi? Alors je vous donne deux simulations pour le haut-parleur neuf et pour le haut-parleur après 7 heures de rodage. Commençons avec le 5FE100 neuf, puis une fois rodé. Le 8FE400 neuf, puis une fois rodé. Le Truvox 0615 neuf, après rodage. Le HDS 164 neuf, rodé. Et le HT 210F09, et une fois rodé. Bon, bah, il n'y a pas grand chose à voir. On aura évidemment un peu plus de différence si on prend les données du fabricant, mais ça ne va pas non plus changer considérablement la réponse dans le grave et la taille de l'enceinte. Alors vous allez me dire que les paramètres Thiel & Small concernent essentiellement les basses fréquences et le dimensionnement de l'enceinte. Et vous avez parfaitement raison. Sauf que le principal argument mis en avant est l'assouplissement des suspensions, et cet assouplissement impacte les paramètres que l'on vient de voir, donc majoritairement les basses fréquences. Mais du coup, est-ce qu'il se passe quelque chose sur le reste du spectre? Si oui, on devrait voir apparaître quelque chose sur la réponse en fréquence et sur les distorsions. Voici les trois réponses en fréquence du 5FE100. En bleu, le haut-parleur neuf à froid, en orange après la mise en condition à chaud, en rouge après le rodage de 7 heures, toujours à chaud. Vous conviendrez qu'il n'y a rien de vraiment particulier à relever. Et si on prend les distorsions, c'est même encore plus stable. Avec les réponses en fréquence du 8FE400, pareil. Et ces distorsions sont identiques. Le Truvox, toujours pareil. Le HDS 164, idem. Et même le HT210F0. J'ai même fait les mesures de distorsion d'intermodulation, bah pareil, rien à noter. Je vous mets évidemment dans la description un lien vers le forum où vous trouverez toutes les mesures et le tableau avec les paramètres. Je précise que j'ai fait une petite erreur en bougeant l'enceinte pour la dernière mesure. N'étant pas dans la même position que les deux précédentes mesures, la réponse en fréquence est un peu différente sous les 500 Hz. Je vous montre. Si vous regardez la forme des courbes sous les 500 Hz avec les deux premières mesures, vous voyez bien une similitude, et ceci avec tous les haut-parleurs. Mais avec la dernière mesure, on a cette différence. Ça montre bien ici l'impact important de la pièce sur le rendu d'une enceinte. Et rappelez-vous que pour ces mesures, le micro n'est qu'à 31,5 cm de distance. D'ailleurs, si je retire le lissage des courbes et que je zoome sous les 1000 Hz, on retrouve exactement les mêmes accidents aux mêmes endroits et assez haut en fréquence. Bien, que peut-on conclure de ces expériences? Les variations des paramètres Thiel & Small n'ont pas d'impact notable sur le calcul de la charge, même en prenant les données constructeurs. Au niveau des réponses en fréquence et des distorsions, rien ne bouge avec le temps. Alors ici, on ne parle que des haut-parleurs de grave, grave médium et médium, mais pas des aigus. Je pense ne pas trop prendre de risques en disant qu'on doit être sur quelque chose d'assez similaire avec les tweeters. Ces expériences, même si elles ne sont faites qu'avec 5 haut-parleurs, montrent que le rodage n'est visiblement pas un sujet. Rien n'est visible, que ce soit sur les réponses en fréquence ou sur les distorsions, même avec des membranes papier. L'assouplissement des suspensions n'a pour ainsi dire pas d'impact, ou alors il n'est pas visible puisque trop rapide pour que l'on puisse véritablement mesurer quoi que ce soit. On sait cependant que la température du moteur a une influence mesurable et il y a pas mal de documentation sur ce point. On voit aussi que la variation des paramètres est surtout liée à l'utilisation, mais qu'après un temps de repos, le haut-parleur revient sur des valeurs stabilisées. Alors vous pourriez me reprocher de n'avoir fait fonctionner les haut-parleurs que pendant 7 heures. En effet, mais s'il devait y avoir un début de modification sur ceci, on commencerait déjà à le voir sur les mesures. Les paramètres Thiel & Small changent bien, mais avec l'utilisation. Petite supposition. En dehors du haut d'axe, on est sur des haut-parleurs assez récents. Est-ce que ces variations des paramètres seraient plus notables avec des haut-parleurs plus anciens?
Pour nous, le rodage, même si le mot n'est pas idéal vis-à-vis de l'action qui est en jeu, n'existe pas au niveau du matériel audio et en particulier sur les enceintes et haut-parleurs. Mais dans toute cette analyse, il manque deux choses. Le facteur humain et, dans une moindre mesure, le facteur environnemental. On pourrait également rajouter le lieu d'écoute, mais alors là, la quantité de variables va exploser. Le facteur environnemental est relativement simple puisque basé essentiellement sur trois paramètres: la température, la pression atmosphérique et le taux d'humidité. Le facteur humain est en revanche beaucoup plus complexe, même s'il y a quantité d'études sur le sujet. Et c'est une variable très variable. On le sait grâce aux études faites en psychoacoustique, la fatigue, le stress, le moment de la journée et j'en passe, sont autant d'éléments jouant sur la perception. Et si on ajoute à ça le fait que la mémoire auditive est généralement inférieure à la dizaine de secondes, même si j'étais convaincu que le rodage était un non-sujet avant de faire cette vidéo, ces expériences intéressantes à faire ont confirmé ma position. Mais ne prenez pas forcément pour argent comptant ce que je raconte ici. Malgré les multiples relectures, il peut y avoir des erreurs ou peut-être sommes-nous passés à côté d'une étude remettant en question les conclusions de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, si vous avez envie de faire un rodage sur vos enceintes parce que vous trouvez le son meilleur, passez 50 heures. Nous n'avons évidemment pas de problème avec ça. Vous faites bien comme vous voulez. C'est votre ressenti et il n'y a rien à justifier sur ce point. Là où on peut commencer à discuter, c'est si vous considérez qu'il ne s'agit que d'une modification de votre matériel et que vous occultez complètement votre perception, le facteur humain. Mais quoi que vous pensiez sur le sujet, soyez juste attentif à ne pas vous faire avoir par des discours un peu trop beaux ou qui peuvent vous sembler logiques ou charmants de prime abord. Voilà pour le fameux rodage. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de partager et le petit pouce en l'air. À bientôt!